faut qu'on le sache. Vous savez, moi je vis en Europe, je vis en Occident. Et je vois d'autres personnes qui sont dans la salle, qui ont une expérience qui a été la France, les États-Unis et autres. Il y a une chose que l'on sait. Il y a une chose que l'on ne peut pas ne pas reconnaître, c'est que dans les pays occidentaux, il y a des espaces de liberté. Il y a des espaces d'expression. Et que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est une réalité aussi qui évolue. Mais on sait aussi une chose, c'est que l'une des choses qui peut miner de l'intérieur le processus démocratique peut être aussi le jeu malsain de certaines institutions qui travaillent avec la liberté d'expression, et j'entends les médias. Les médias ont un pouvoir de captation de l'opinion populaire très important. Et c'est pour ça que je dis souvent aux journalistes, ne me parlez pas comme si vous n'étiez que journaliste. Parce qu'avant d'être journaliste, vous êtes citoyen. Et vous êtes responsable de ce que vous faites. Vous êtes responsable de la parole libre. Vous êtes responsable de ne pas entretenir les émotions. Car plus d'émotions, c'est moins de pensée. Moins de pensée, c'est moins de démocratie. La polarisation qu'entretiennent certains médias, en Tunisie en particulier. Moi, quand on vient vers moi et que systématiquement on pose la question sur cette polarisation-là, et qu'on me dit ça vient de l'Occident, c'est pas vrai. Il y a des journalistes, il y a des organes médiatiques dans ce pays qui ont un travail aujourd'hui malsain. Ils ne travaillent pas à l'élaboration d'un projet politique, mais à établir des tensions. Alors, ça leur donne un rôle important, mais la responsabilité du journaliste, elle est capitale. Le projet démocratique suppose des journalistes qui ont compris. Ça, c'est tous les éléments sur lesquels je voulais mettre en évidence la question de l'État. Et j'en arrive, et ça sera l'élément sur lequel j'aimerais terminer ma conclusion. Je crois que je suis juste dans mes temps, il me reste encore 3 minutes, très rapidement. Sur la question de la justice sociale qui doit accompagner tous ces processus-là. Parce que ce qui m'intéresse, c'est à un moment où on vient avant les élections, vous êtes dans une entreprise, il va falloir faire des choix, où il y a des choses qui vont se réaliser, mais le choix électoral, ce n'est qu'un moment du processus démocratique. C'est la responsabilité citoyenne qui est importante, c'est ce que vous allez y mettre. C'est aussi de compléter ce travail de l'élection par un travail de l'engagement citoyen. On n'est pas un citoyen parce qu'on va voter, on est un citoyen parce qu'on est responsable de l'avenir de son pays. On est responsable de l'avenir de la transformation de son pays. Donc le vote, ce n'est qu'un moment. Si vous confondez la démocratie avec le vote, vous n'avez rien compris à la démocratie. Car ça, ce n'est qu'un vote, ce n'est qu'un symbole, ce n'est qu'une traduction momentanée. Tout le reste, il est où? Eh bien, il est dans ce que je voulais mettre en évidence. Première des choses sur laquelle, en amont de la justice sociale qui doit être la fondation de l'État démocratique, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord sur 4 principes. Le premier élément, de notre point de vue, et ceci, je vous renvoie, vous êtes une société très homogène, beaucoup plus homogène que la société algérienne, beaucoup plus homogène culturellement, linguistiquement, religieusement que la société marocaine. Vous êtes une société qui est homogène de ce point de vue-là. Et quand on est homogène, il faut se rappeler au principe, du point de vue islamique, comme du point de vue de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a un principe sur lequel on ne transige pas, c'est l'unité de l'humanité. L'unité de l'humanité, ça veut dire que nous tous, nous nous considérons comme égaux, quelle que soit notre situation. Cette unité-là, c'est un fondement. Ça veut dire que si on touche à une Tunisienne, à un Tunisien, comme à un immigré, comme à un émigré, ou à n'importe qui, on touche à la conscience nationale. Et que ce principe-là, c'est un principe éthique, fondamental. La justice sociale commence là. Bani Adam, ça va être tout le monde. Tout le monde, sans exception. Ça, c'est un premier principe en amont de la justice sociale. Le deuxième élément, c'est la reconnaissance de la diversité. La reconnaissance de la diversité, ça veut dire, oui, on a une unité de l'humanité, mais on a une diversité. Et puis tout ceci fait partie du message aussi coranique comme du message de la déclaration. Et ça, il faut le reconnaître. Il faut accepter en Tunisie qu'avec l'homogénéité culturelle, il y a une diversité d'opinions, une diversité d'appartenance. Et que vous n'êtes pas simplement que Tunisiens et musulmans. Vous êtes mille autres choses. Vous avez de multiples identités. Et ça fait la richesse. Ça fait la richesse de votre société, cette acceptation-là. Ça fait partie aussi de la justice sociale. Le troisième élément sur lequel je voulais insister, c'est celui sur lequel il faut qu'on se mette d'accord au niveau de la justice sociale. Et au niveau de la justice sociale, d'un point de vue islamique,
puisque vous êtes une société majoritairement musulmane. Et n'acceptez jamais quelqu'un qui vous dit, au nom de l'activité politique, on ne veut pas parler de religion, non. On ne veut pas mélanger les deux, mais on tient compte de tout. La bonne politique, c'est de tenir compte de tout, mais de ne pas mélanger, de ne pas venir avec une pensée religieuse dogmatique, mais nier qu'on est arabe, nier qu'on est tunisien, ou nier qu'on est musulman, ça ne fera pas de vous de bons citoyens. Le citoyen ne nie rien. Le citoyen reconnaît tout, mais il ne mélange pas tout. Il ne vient pas avec une pensée religieuse qui s'imposerait aux autres. Mais par contre, il a le droit de sa pensée religieuse et de sa pratique. Et si je commence un discours avec Bismillahirrahmanirrahim et que dans une salle tunisienne, quelqu'un dit c'est peut-être un intégriste, le problème c'est son intégrisme à lui, c'est pas le mien. Parce que si dire Bismillahirrahmanirrahim enlève un doute, non. Si je dis Bismillahirrahmanirrahim, bande de koffars, alors là ça va pas. Mais la différence, elle est de ne pas tout mélanger. Laisser les gens avoir leur identité, la diversité. Et ça veut dire aussi un principe clair. Quand je vais dans certains pays en Occident, on me dit « Ouh là là, ça va pas bien en Tunisie ». Ça va pas bien en Tunisie, c'est une société qui est en train d'aller vers plus d'islam. Vous savez comment on le voit? Il y a de plus en plus de femmes qui se voient. Et donc ce serait un signe que la société régresse. Et là, il y a un troisième principe. Tu es une femme ou tu es un homme. Tu t'habilles comme tu veux. Tu fais ce que tu veux, mais il y a une seule chose sur laquelle on ne transigera pas. Un homme comme une femme a le droit à l'éducation égalitaire. Un homme comme une femme a le droit au marché de l'emploi de façon égalitaire. Une femme comme un homme à compétence égale pour le même travail a le droit au même salaire. C'est ça l'égalité, c'est pas comme on s'habille. Cette façon de regarder la Tunisie sur le vêtement, c'est un mensonge. Il faut regarder sur les principes. Même salaire pour même compétence, possibilité d'avoir le travail, et puis la même éducation. Si ceci est gagné, alors quelque chose a changé. Et je peux vous dire une chose, dans les sociétés, la Tunisie a avancé de ce point de vue-là. Mais attention, on a avancé beaucoup en théorie, il y a encore beaucoup de choses à faire en pratique. Pour l'égalité des salaires, pour l'égalité de l'emploi. C'est ça qui fait la société égalitaire. Pas la façon dont on s'habille, pas la façon dont on dit à quelqu'un de penser ou de ne pas penser. C'est ce sur quoi il faut qu'on avance également par rapport à la société, par rapport à l'égalité des droits. Dernier élément sur lequel il faut qu'on se mette d'accord par rapport à la justice sociale, pour terminer aussi, c'est l'importance de la société civile, l'importance des institutions qui viennent de... Tout ne viendra pas de l'État, ça viendra aussi de l'engagement à partir de la société civile. Et quand je vois, vous êtes une société où on nous dit, les chiffres nous disent 68% de la population tunisienne est très jeune. Vous êtes une société extrêmement jeune avec énormément de vitalité, mais attention, ça a économiquement des conséquences, c'est-à-dire qu'il va y avoir du chômage, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la difficulté. C'est là où il faut que le chômage, qui est une difficulté, se transforme en énergie de créativité sociale, une énergie nouvelle qu'il faut que l'on trouve en Tunisie. Il ne faut plus qu'on soit des sujets passifs, observateurs de nos difficultés, il faut devenir des acteurs de la société. Ça, c'est un principe de la justice. Et ça veut dire qu'il faut travailler sur 5 domaines, et j'arrêterai là. Le premier domaine, et c'est pour ça qu'à des moments donnés, moi je suis sidéré de voir des politiques, après ce qui s'est passé en Tunisie, se disputer entre laïcs et islamistes sur des choses qui sont artificielles, et on dit mais quel est votre projet scolaire pour la Tunisie? Le projet scolaire, c'est-à-dire une école égalitaire pour les femmes et pour les hommes, c'est un vrai projet d'avenir. L'école, c'est ça qui va être essentiel, l'éducation des générations futures. L'école, la formation, ça c'est un élément de justice sociale. Les questions de l'emploi, on le sait. Ce qui s'est passé en Tunisie il y a 3 ans, la source n'était pas simplement politique, c'était la réalité économique, c'est-à-dire la paupérisation. Et ceci n'a pas commencé il y a 3 ans. Les premières révoltes populaires, elles ont précédé de décennies. Ça fait longtemps que ça ne va pas économiquement dans le pays. Donc la question de l'emploi est importante et sur laquelle il faut travailler. La question de l'habitat. Vous avez aujourd'hui en Tunisie des situations de vie qui ne sont pas acceptables du point de vue de l'habitat. Ça s'appelle la justice
justice sociale, on me respecte quand j'ai un habitat, on me respecte quand j'ai un emploi, on me respecte quand je suis éduqué, parce que c'est comme ceci qu'on le conçoit. L'islam vous le dit, les droits de l'homme vous le disent, et quand on travaille ensemble sur ces éléments-là, c'est là où il faut qu'en termes d'objectifs, on vienne ensemble. Au lieu de me dire ton référent c'est l'islam ou ton référent c'est la rationalité occidentale, mes objectifs sont les mêmes que les tiens, éduquer, employer et dans un habitat sain et serein. Voilà ce qui devrait être également la question de la justice sociale. Et j'aimerais dire une autre dernière chose sur laquelle on n'insiste pas assez. Je n'ai beaucoup parlé dans l'ouvrage, c'est que ce qu'on aimerait voir du génie tunisien, c'est aussi une autre dimension. Et ça, vous savez, c'est un des grands déficits de la pensée musulmane contemporaine. La pensée musulmane contemporaine, elle vient beaucoup parler des règles, et l'ahkam, l'usul, le halal, le haram. Et puis on a quand même de temps en temps envie de se dire, mais il n'y a rien en islam qui nous permet le bien-être. Du prophète qui dit à quelqu'un qui pense qu'il est hypocrite, une heure pour prier, une heure pour être bien, le bien-être. C'est quoi le bien-être dans notre société contemporaine? La culture. La culture, l'expression artistique, l'expression linguistique, l'expression de l'imaginaire. Ne laissez pas la Tunisie devenir simplement un champ où on se dispute sur des principes. Il faut que le projet culturel, le projet de l'imaginaire, le projet... Et ça veut dire... Moi, quand on vient vers moi, on me dit c'est un pays arabe, on parle arabe. Non, je suis désolé. La Tunisie, la première langue de la Tunisie, c'est l'arabe. Et vous n'avez aucun problème avec le français. Vous prenez du français, vous prenez de l'arabe, vous prenez de la mémoire, vous prenez de l'histoire et vous construisez. Vous avez une identité de ce point de vue-là qui accepte cette diversité-là. Depuis quand un arabe doit-il avoir peur des langues? Depuis quand on doit avoir peur des cultures? Mais par contre, de l'intérieur, il faut développer une politique culturelle. Il faut que l'État, avec ses citoyens, développe une vraie politique culturelle. Parce que c'est le bien-être. Quand on est mal avec soi-même, on sera mal avec les autres. Et que la vie, c'est pas simplement halal, haram, yajouz, la yajouz. C'est pas ça. C'est pas l'islam et c'est pas la vie. Et le prophète, c'était pas comme ça qu'il menait les choses. Donc ça me paraît être des éléments sur lesquels il faut travailler. Et puis bien entendu, par rapport à la justice sociale, il y a toute cette question d'économie. Et je termine en disant qu'il va bien falloir aujourd'hui que la Tunisie, dont vous les citoyens, dont les partis politiques, sortent uniquement de l'axe Tunisie-Europe. C'est fini ça. Aujourd'hui, le monde est multipolaire. Il va falloir multiplier les partenaires pour gagner de l'indépendance. C'est ça le secret de l'avenir. C'est plus on a des partenaires, plus on devient indépendant parce qu'on ne dépend pas d'un seul. Eh bien oui, il va falloir que la France admette que la Tunisie est de plus en plus autonome intellectuellement et économiquement. Mais pas contre la France, mais même peut-être pour la France. Il serait bon qu'en France on comprenne que les Arabes ne sont pas simplement les anciens colonisés. Que l'Afrique du Nord n'est pas l'ancien territoire carné, mais qu'aujourd'hui viennent de l'Afrique des éléments qui sont des éléments d'autonomie. Pourquoi c'est important? Parce que tant qu'en Afrique du Nord, on a encore cette situation de paupérisation, qui va en payer le prix? Uniquement les Tunisiens? Non. Regardez les chiffres. Les chiffres aujourd'hui nous montrent que parmi les pays dans lesquels il y a la plus grande émigration, qui va terminer et mourir à Lampedusa, il y a eu ce qui s'est passé à partir de la Tunisie. Et que la seule chose qui fera garder les Tunisiens en Tunisie, c'est l'indépendance, la dignité et la justice sociale. Que tant que ceci n'est pas acquis, eh bien le Nord payera le prix de politiques qu'il ne permet pas au Sud d'avoir, c'est-à-dire des politiques d'autonomie. Donc il faut qu'on comprenne que c'est donnant-donnant. Si la Tunisie gagne, la France gagnera. Mais si la Tunisie perd, la France payera. D'une façon ou d'une autre. Je dis la France parce que historiquement, il y a eu cette relation-là, mais tout le Nord, toute l'Europe, c'est ça aujourd'hui. Toute l'Europe a peur de l'immigration. Donc il faut que de ce point de vue-là, on comprenne bien qu'il y a des réalités sur lesquelles il faut travailler. Les statistiques montrent aujourd'hui qu'il y a beaucoup de jeunes en Tunisie qui soit sont dans l'immigration et qui vont mourir, ou qui vont dans l'immigration, puis il y en a beaucoup qui sont enrôlés dans des groupements de plus en plus extrémistes. Il faut faire très attention à cette affaire-là. Il y a un jeu et il y a des réalités par rapport à ça. Il faut véritablement aujourd'hui se reprendre et prendre en charge par rapport à cela cette réalité
par rapport à ces extrémismes-là. Voilà, les deux piliers, l'État, avec un certain nombre de principes, la justice sociale, avec des principes fondateurs, et puis des politiques sur lesquelles il faut travailler, des chantiers sur lesquels il faut travailler. Et j'aimerais dire une dernière chose. Moi, je suis venu ici à la rencontre du peuple tunisien, pas simplement pour soutenir un parti ou un autre parti. Moi, je soutiens des principes. Et je suis l'ami de ceux qui tiennent des principes. Moi, je suis l'ami de gens qui disent « Non, vous n'allez pas jouer avec nous ». Non, l'avenir de la Tunisie, ce n'est pas les islamistes contre les laïcs, c'est les laïcs, les islamistes et toutes les femmes et les hommes de bonne volonté pour l'avenir de ce pays. C'est ça que je soutiens, et ça veut dire une chose, ça veut dire de se retourner vers les citoyennes et les citoyens, leur dire c'est votre travail, mais vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas eu la possibilité de le faire. Vous ne pouvez pas historiquement toujours dire c'est la faute des autres. À un moment donné, c'est pas la faute des autres, mais c'est notre responsabilité. Vous savez ce que ça s'appelle comment ceci? Dans l'histoire de la conscience des peuples du Sud, ça a été la résistance. Dans la conscience musulmane, ça a été la dignité. La dignité et la conscience, c'est ce qui définit une femme, et c'est ce qui définit un homme. Wassalamu alaikum. Monsieur Tarek Ramadan, dans votre allocution, vous nous avez dit que pendant 18 ans, vous étiez interdit de notre pays. Laissez-moi vous dire, Monsieur Tarek Ramadan, mon Dieu, qu'est-ce que vous nous avez donné l'impression de nous connaître par cœur. Vous avez insisté également sur l'importance de la politique culturelle, de la politique, de la culture de la démocratie et de la culture politique. Sur ce sujet, mon prochain invité va insister sur l'importance de la politique culturelle dans notre pays, dans le monde arabo-musulman. نقدم لكم الأستاذ والمدير العام اليونسكو السابق ووزير الثقافة السابق وحاليا رئيس قائمة المؤتمر من أجل الجمهورية بتونس 2 السيد عز الدين بالشاوش. يعرف قارة رمضان ويقرأ كتب قارة رمضان وجلها حول الفكر الإسلامي وما جاء في الفكر الإسلامي من ما